Trace, une histoire des quartiers populaires au prisme de la mode, du sport et de la musique. Il faut que je sois stylée, je suis désolée, même si c'est un minimum, il faut que je sois stylée. Donc le premier concert qu'on a fait, c'était novembre 95, c'était au New Morning. On vit des choses que nos parents ne vivent pas. On côtoie des gens que nos parents ne côtoient pas. C'est parce que on est intégré, on est accepté. La Bounoul Connection débarque à Paris. On est des frisés. Mais non, et tout, je dis, il n'y a pas d'Aya Nakamura s'il n'y a pas Rachida. On avait fait Montréal, Québec, Washington. Moi qui m'a marqué dans la boxe, c'est que tu dois dépasser tes limites. Aujourd'hui, si vous mettez des Converse, vous passez pour un bouffon. Vous mettez des Slim, vous passez pour un gay. Bruce Lee, c'était hyper fort dans les quartiers. Beaucoup de questions autour des quartiers populaires. Pour moi, elles sont centralisées sur le rêve, sur la possibilité de s'évader. Après, qui influence qui? Il y a quand même une norme. Et cette norme est construite contre, et pas avec les territoires de banlieue. Vous écoutez une production du Tigel Théâtre. Rubrique musique, les lus des DJ. La cave, c'était un endroit primordial, on va dire, parce qu'il n'y avait pas de lieu où aller. Donc la musique, la danse, la mode, en fait, tout naissait dans les caves. Parce que déjà, il pleuvait pas, il faisait chaud. Et du coup, puis on n'embêtait personne, quelque part. Donc les mecs, ils amenaient leur platine. Puis c'est vrai que les premières fois que j'ai entendu du funk ou même une musique, la vraie musique black, c'est vrai que la cave, ça a été un endroit emblématique quand même, dans les cités. Ici à Aulnay, on a une culture de danseurs. Dans les années 80, on faisait partie du quartier où il y avait le plus de danseurs au mètre carré. Et ça dansait dans une vie de quartier que moi j'appelle la vie souterraine. Ça veut dire qu'on avait des débarras. Dans chaque bâtiment, il y avait des débarras où les locataires rangeaient du matériel. Et puis un jour, il y a des grands frères qui ont commencé à faire de ces lieux-là un lieu où ils pouvaient se voir entre eux. Et ça a été une culture dans nos quartiers où on voulait tous avoir notre salle, entre guillemets. C'est comme ça qu'on appelait ça, notre salle. Ou encore plus dans notre jargon, notre lus. Je vais te citer les salles où il y avait des booms, des soirées. Quand tu vas du côté de la Bourdonnais, il y avait le Black Move. Là, c'était le son de la rue, funk, soul, musique africaine, les ambiances des gens de la rue de France. C'était le grand frère d'un pote du quartier qu'il tenait avec deux autres grands frères. En face du Galion, face à l'église, c'était le Poppy Club. Ambiance zouk, funk, tenu par les grands frères. Là, en face de Victor Hugo, il y avait le Gladys Night. Là, c'était tenu par mes grands frères, là, de son, et des cousins, et mes cousins, mes grands cousins. Pareil, ambiance, hip-hop, soul, funk, zouk, slow, j'insiste sur ça, slow, parce qu'il y avait de tout. De l'énergie, de l'émotion,
des rencontres, de l'amour. Il y avait des slows, quart d'heure américain. Ah, moi j'ai connu ça. Désolé pour ceux qui l'ont pas connu, mais et c'était la bonne vivance, comme on dirait. Donc ça rassemblait ce que vivaient les gens à New York lors de la naissance du hip-hop. Nous, on le vivait ici, mais à un autre niveau. Quand eux, ils organisaient au début leur bloc party entre deux ruelles, nous, on fracassait, entre guillemets, des caves pour en faire des lieux pour danser ou des lieux pour se rencontrer. Nous, on avait construit déjà, c'était pas notre premier appartement, tu vois le lapsus, c'était pas notre première cave. On avait déjà fait des caves et on y vivait en fait. Donc c'était des lieux de vie, les caves à la base. Hein. C'était des endroits, comme il n'y avait pas de salle, comme il n'y avait pas d'association, où on se retrouvait là. Alors les caves en général, c'est tout petit, hein. C'était 2 mètres par 4 mètres en général, hein, de mémoire. Mais évidemment, nous on cassait les murs. Et du coup, on doublait quasiment à chaque fois la capacité. En l'occurrence, donc, il y a 2 caves qui sont dans mes souvenirs. La première, dont je parlais tout à l'heure, c'est une cave qu'on avait aménagée avec les gars de la cité, et dans laquelle il y avait carrément canapé, télévision, friteuse. C'était de la folie. C'était de la folie. On mangeait dedans. Enfin, bon, il y a même eu d'ailleurs un incendie. Enfin, c'était compliqué. Mais après, quand le virus nous a piqué, le virus de la musique, avec l'aide de la grande majorité des gens, et surtout avec l'aide, la complicité masquée de Monsieur Pichery, le gardien. Monsieur Pichery était un personnage central et emblématique du quartier. C'était le vrai gardien d'immeubles comme il n'y en a plus. Alcoolique, bien entendu, raciste, avec la gauloise maïs toujours collée là. Mais le racisme tel qu'on l'aimait, quoi, il était gentil en fait. Il était con, voilà, il était raciste par connerie, il n'était pas raciste par dogme, tu vois, il était con. Et Monsieur Pichery nous avait obtenu une porte blindée. Il n'était pas blindé, mais il avait une porte en métal en fait. Du coup, on était un peu sécurisé, la cave était sécurisée, dans laquelle donc on avait installé, alors on avait fait venir des rallonges, des fils, parce qu'il fallait un petit peu de puissance. Et on avait mis une petite moquette. C'était tellement beau. C'était jaune et bleu. Mais il y avait beaucoup de posters. Il y avait beaucoup d'affiches et de pochettes de disques, en fait, pour cacher la misère. Ça est venu ensuite, ça me revient maintenant, la fameuse, les boîtes à œufs. On avait demandé à toutes les mamans et toutes les familles de garder les boîtes à œufs, parce que les boîtes à œufs avaient une propriété, qui est toujours celle-là d'ailleurs, d'être isolant. Et donc on avait ça, je me rappelle très bien, le plafond qui avait été mis on avait collé des boîtes à œufs sur le plafond, donc on les peignait, et ça c'était rouge, si je me trompe pas. Putain, ça me revient, ouais, c'était rouge, et on avait collé les boîtes à œufs là-dessus. Il n'y en avait pas sur les murs, mais il y en avait sur le plafond, j'en suis sûr. Et il y avait un super canapé, je m'en rappelle très bien. Alors, je ne sais pas à qui il appartenait, mais il venait du bâtiment en fait. Donc il y avait un canapé qui était posé en fond, il y avait une petite table de salon. Donc ça c'était la partie cosy entre guillemets. Et puis après la platine, la table était mise à hauteur d'homme, puisqu'il fallait à hauteur debout, pardonnez-moi, puisqu'il fallait qu'on soit debout pour mixer. Et donc on avait nos 2 platines, alors au départ la tienne, celle dont j'ai raconté l'anecdote, mais c'était fou, c'était vrai, oui, c'était vraiment un truc... Une platine à main, platine disque à main, tu vois, manuel, c'est fou. Et ça aiguisait le sens du rythme, parce qu'il fallait garder le rythme pour pas que le tempo baisse ou monte. Donc on avait ces 2 platines-là, on avait une table de mixage, on avait un micro, et puis très rapidement après, on a même quasiment fait de cette cave une espèce de boîte de nuit, dans le sens où personne ne venait danser, mais où on avait des jeux de lumière, puisque, comme tu l'as expliqué, on avait acheté du matériel et qu'on savait pas où le stocker, ce matériel. Et du coup, évidemment, on s'en servait. Et c'était une cave avec des jeux de lumière, avec une boule à facettes, là. Et quelques disques qui étaient entreposés là. Et donc, Youssef, il a ramené 2 platines
à lui, et qui n'avaient rien à voir avec les platines de DJ, platines de la maison là, pour écouter les disques. Et nous, on était assez naïfs pour penser que ça se travaille par un DJ. On me dit ça passe tout seul. C'est-à-dire que tu allumes la platine et ça va s'enchaîner tout seul. Alors on a les disques, on les met, mais ça se passe pas comme on le veut. On se dit, mince, il y a un problème. Comment il fait le DJ pour que ça passe, pour que ça colle bien ensemble et que ça s'entende bien, que tout soit bien calé, les boucles et tout. On se rend pas compte. C'est en travaillant, on se dit, il y a un problème, ça ne fonctionne pas. Jusqu'au jour où on se dit, ah oui, ça y est, on a compris. C'est qu'en fait, les vinyles, quand ils tournent, pour enchaîner un deuxième vinyle, il faut pouvoir le régler à la même vitesse que l'autre. Et c'est de là qu'on achète les platines BST, là. On a découvert, en travaillant, mais le pire, c'est qu'en plus, on voulait pas qu'on vienne nous montrer, on était super fiers. On avait la fierté de se dire, on va apprendre tout seul, on est des autodidactes, on va trouver la solution. Et on a trouvé la solution. Donc on a acheté les platines, et quand on a acheté les platines, effectivement, on a commencé à enchaîner, à mixer, parce qu'en fait, on avait des supports, des cassettes qui venaient des discothèques, et on les écoutait pour enchaîner pareil. Et c'est comme ça qu'on a découvert le mix. Et là, on s'est dit, Youssef et moi, ben voilà, on va commencer à faire des cassettes aux gens, de la cité. Il y avait un mec qui m'avait dit, ah ben, les cassettes, elles claquent, parce qu'en plus, je les emmène en discothèque au Maroc, ça change de... La discothèque, ils mettaient des cassettes de funk, et il y a 2 ans, c'est Voltage FM, et nous... Par la suite, quand on a commencé à être connus, en Seine-Saint-Denis, en tout cas Sevran et Aulnay, tout ça, les gens qui voulaient faire des soirées, on leur faisait une petite audition dans notre cave. C'est-à-dire qu'ils venaient, ouais, ben, j'ai entendu parler de toi, Youssef, viens dans la cave, je vais te montrer ce que je sais faire, et puis si ça te plaît, on fait ta soirée. Et on faisait un peu des auditions dans notre cave. En fait, aujourd'hui, je peux dire à 55 ans que au niveau musical, je suis vraiment à la pointe. Je suis à la pointe, je le sais. Nous avons créé une formule musicale qui aujourd'hui, en France, on s'en sert. Mais nous, on a commencé dans les années 80. Trace, une idée originale de Karim Yazi. Conception, Marc Amiot, Emmanuel Joubert et Karim Yazi. Mixage et musique originale, Emmanuel Joubert, avec la participation de chercheurs, d'historiens, artistes, sportifs, professionnels du champ social et culturel et habitants des quartiers populaires de Sevran, Aulnay-sous-Bois, Marseille, Toulouse, Valence et Vitry-sur-Seine. Une réalisation originale du Tigel Théâtre, en co-réalisation avec le service culturel de la ville de Sevran et de la Microfolie de Sevran.